va. Plus de 2 heures à attendre avant la messe de minuit, monsieur Félix. Oh bah oui. Encore 2 heures à attendre. Par un froid pareil. Qu'est-ce qui fait froid? Tenez, une bûche. Le soir de Noël, cela s'impose, non? Bon, elle est pas triste de Noël, monsieur Félix. Vous trouvez pas? Juste nous deux dans ce grand château glacial. Quand on m'a engagé la semaine passée, je pensais que ce serait pour y faire une grande fête. Oh, mais il y a bien longtemps qu'on ne célèbre plus de fête ici, ma petite Josué. Il est bien fini le temps où madame et monsieur le marquis venaient y célébrer le réveillon de Noël entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Je croirais entendre ma nourrice. À croire que le temps passé est toujours bon et que le temps présent est toujours mauvais. Oh, bah c'est que le passé rassure, que l'avenir inquiète, et que le présent ennuie. Moi, le bon temps, je sais pas ce que c'est. Hein. Peut-être que je suis pas assez vieille pour comprendre. Quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. 23 ans. Je vous confirme que vous n'êtes pas assez vieille. Vous verrez bien qu'un jour, en évoquant vos 23 ans, vous direz que c'était le bon temps. Parce que point connaître ses parents, être abandonné sous le porche d'une église le soir de Noël, être élevé par les sœurs au couvent, vous appelez ça le bon temps, vous? Bah, qu'est-ce que ça doit être quand il est mauvais? Écoutez, je sais que vous devez connaître des moments de bonheur sans même vous en apercevoir. Des moments de bonheur, moi. Mais oui, vous. Voyons, vous êtes jeune et belle. Vous êtes bien à avoir un amoureux. Ah bah ça oui, j'en ai un. Alors, le bonheur est là. Oh bah je sais pas s'il est là, lui, mais en tout cas, mon amoureux, il est pas là. Hein. Il l'a emmené loin d'ici pour faire la guerre. On le paye pour tuer des gens qu'il ne connaît pas. Ou pour être tué par des gens qui ne le connaissent pas. Il y a du bonheur là-dedans? Bon, écoutez, ce soir à l'église, nous prierons pour lui, puis pour qu'il revienne vite, sain et sauf. Oh bah ça, des prières, mais j'en ai déjà fait tout un chapelet. On ne veut pas dire que ça a bien marché. Vous savez, il y a tellement de gens dans le monde qui prient en même temps, demandant tout et son contraire à Dieu, que celui-ci doit avoir bien du mal à contenter tout le monde à la fois. Oh bah c'est sûr que j'aimerais pas être à sa place. Hein. Obligé de contenter tout le monde en même temps, ça doit pas être simple. Bah, on dit que le bon Dieu, il peut tout. Hein. Mais doit aussi avoir ses limites. Ah non. La bûche a étouffé mon feu. Faut trouver quelque chose pour le ranimer. Josué, trouvez-moi vite quelque chose. Quelque chose pour le ranimer, allez, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que... Malheureuse. Ce sont les lettres que madame la marquise conservait précieusement dans ce coffret. Remettez vite ça en place. Ah, à la bonne heure. Le feu repart. Bah, c'est beau ce que vous faites, monsieur Félix. Ah bah. Quand j'étais petit, mon grand-père donnait comme ça des grands coups de tisonnier sur la bûche. Cela provoquait une myriade de petites étincelles. Il disait que c'était les petits ennemis du foyer qui montaient aspirés par le conduit de la cheminée pour dire à Dieu que nous étions gentils et qu'il fallait qu'il prenne bien soin de nous. Le vieux fou racontait alors moult contes et légendes qui juraient être vrais. Ah, c'était le bon temps pour vous, hein, monsieur Félix. Ah ouais, ça c'était le bon temps. Vous attendiez quelqu'un, monsieur Félix? Pas le moins de dire. Mais tu peux bien sonner une heure pareille. Ah, quelqu'un qui serait égaré. Ou bien un malandrin, hein. Ces gens-là ne connaissent ni foi ni loi. Encore moins la naissance du petit Jésus. On ne vient pas, monsieur Félix. Oh. Félix, ouvrez! En tout cas, lui, il vous connaît, hein. Qui est-ce? C'est moi, monsieur le marquis! Ah, quand même! Il est bien difficile d'entrer dans sa propre demeure! Mais... Mon bleu, je suis glacé, trempé jusqu'aux os! Oh, mais c'est que je ne m'attendais pas à la visite de monsieur le marquis. Défaites-vous et prenez place près du feu. Josué, une couverture pour le général. Bah, quel général? Pour monsieur le marquis. Bah, c'est un marquis ou c'est un général? Mais le général, c'est pareil. En général, on dit marquis pour dire général. Merci. Mais qu'est-ce que... Ah bah je sais pas, moi vous me dites un général, un marquis, moi j'en ai amené pour chacun. Ah, je revis, là.
quelle belle bûche! Ah, c'est celle de Noël, monsieur le marquis. Eh, pardi! Monsieur le marquis m'excuse, mais je ne m'attendais pas à l'accueillir ce soir. Comment ça, tu ne m'attendais pas? Et où sont les autres? Quels autres? Ben, le reste de ma famille, morbleu! George Washington, Anastasie, Virginie, les petits-enfants! Mais il n'y a que nous, Josué et moi. Josué. Ah, pardonnez-moi de ne pas m'être présenté. Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, propriétaire de cette demeure dont vous venez de rejoindre le personnel. Josué, bienvenue, monsieur le marquis. On m'a demandé de remplacer Madame Bosset, absente durant quelques jours. Bien. C'est Félix qui vous a choisi? Oui, monsieur le marquis. Bien, c'est la meilleure des recommandations. Donc je disais, où sont les autres? Quels autres? Lis par toi-même. Mon cœur, retrouvons-nous ce soir à la grange pour y fêter Noël comme autrefois. Oui, j'ai trouvé ce billet glissé dans mon maroquin pendant que j'étais à la chambre. Je sais! Vous m'avez préparé une petite surprise, hein? Ils se sont tous cachés, vont se ruer sur moi en hurlant « Joyeux Noël !» Ça ne m'étonnerait pas d'eux. C'est ça, c'est une surprise. Je crois que non. Qu'est-ce à dire? Il n'y a que nous. Que nous? Que nous, vous, Josué et moi. D'ailleurs, j'ignorais même que vous étiez dans les environs. Comment? Tu ne lis plus les gazettes? À Paris, le tribunal est en train de juger la clique des ex-ministres de Charles X. Les Polignac, Perronnet, Chanteleuse, Guermont-Ranville. La foule furieuse, elle veut les pendre. J'ai passé ces derniers jours à assurer leur sécurité. Cette nuit, l'affaire a failli tourner au drame. Ils étaient des milliers à s'être rassemblés rue de Tournon et de Vaugirard. J'ai dû descendre de mon cheval. J'ai traversé la foule en furie. Un simple regard de moi a suffi à les faire taire. J'ai alors pu gagner le Luxembourg à pied, la foule s'écartant devant moi comme la mer Rouge devant Moïse. Monsieur le marquis ne devrait pas prendre de risques pareils. Mais vous êtes trompé. Josué, un bol de bouillon pour monsieur le marquis. Une fois de plus, j'ai ramené le calme à Paris. Et sais-tu ce que j'ai obtenu aujourd'hui en retour? Non. 24 décembre 1830. Eh bien, la Chambre des députés a décidé de supprimer ma fonction de commandant en chef de la garde nationale. Tu entends ça? Supprimer ma fonction de commandant en chef de la garde nationale. Les bras m'en tombent. Ils ont supprimé. Oui, Ce n'est pas possible. moi qui l'avais créé en 1789. Tu te rends compte? Le prestige, monsieur le marquis, le prestige. Le prestige a toujours fait peur. C'est pour ça que je leur ai tous fait peur un jour ou l'autre. Oh, Louis XVI, Mirabeau, Robespierre, Bonaparte, Louis XVIII, Charles X, et aujourd'hui, Louis-Philippe. Louis-Philippe, que j'ai adoubé moi-même. Louis-Philippe, pour qui j'ai refusé la présidence de la République. Louis-Philippe m'a donné une audience pour demain. J'en saurai un peu plus sur mon sort, mais je subodore déjà son ingratitude. Votre bouillon, monsieur le marquis. Ah, merci. Josué, allez chercher des vêtements secs pour monsieur le marquis. Et sais-tu, mon Félix, pourquoi j'en fais peur? Oh oui, votre passion pour la liberté. Ah, liberté, égalité, fraternité. Tu te rappelles le jour où j'inventais cette devise? Oh oui, monsieur le marquis, comme si c'était hier. Ah, et la déclaration des droits de l'homme, tu te rappelles le jour où je la rédigeais et la faisais voter devant les députés sous leurs ovations? Inoubliable, monsieur le marquis, inoubliable. Qui sait encore aujourd'hui que c'est moi, Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, qui ai inventé tout cela? Et le drapeau tricolore? Le drapeau tricolore. Ah. Ah,
rois n'aiment pas ceux qui les ramènent à leur devoir. Eh non. C'est pour ça que les rois, les empereurs et tyrans ne m'aiment pas. Et c'est pour ça que les peuples, sur mon passage, crient « Vive Lafayette! Vive la liberté !» J'ai trop, monsieur Marquis, ça part dans tous les sens. Calmez-vous, monsieur le marquis, calmez-vous. Vous tremblez. Allez, allongez-vous. Sache que rien ni personne n'a jamais fait trembler le marquis de Lafayette, héros des deux mondes. C'est ça. Reposez-vous un moment. Le 26 mai 1774. Vous m'écrivez des lettres charmantes, mon cher cœur. Vous rendez justice à mon sentiment pour vous. Vous en témoignez un bien fait pour me charmer. Les deux moyens de me rendre heureux, et je me plais à recevoir de vous mon bonheur. Comment pouvez-vous me demander si votre grossesse me fait plaisir? Vous ajoutez ma réponse au bas de la lettre, en disant tout celui que vous en ressentez. C'est un bien commun, mon cher cœur. Notre façon de penser doit l'être ainsi que notre sentiment. Je vous jure que ma joie a été plus vive que je ne l'aurais cru. Vous vous souvenez de cette lettre, mon cher cœur? C'est la première fois que j'étais enceinte. J'étais si heureuse. Mais le malheur a voulu qu'un accident de maternité y mette un terme. Et de celle-ci, vous en souvenez-vous? L'arrivée de notre petite Henriette. Pardon, mon cher cœur, d'avoir été trop inquiet de ne pas recevoir de vos nouvelles. Mais c'est vous demander pardon de vous aimer, et j'espère que vous me le passerez quand je devrais encore retomber dans l'excès de sensibilité. Le temps où je suis sans savoir si c'est à vous, au hasard, que je dois m'en prendre, me paraît si long, et je suis si souvent occupé de vous que je me suis fait illusion sur la durée de votre silence. J'ai été cependant abandonné pendant 5 courriers. Hier, j'allais 3 fois à la poste. J'ai mis l'épine en sentinelle. J'ai eu un homme à cheval pour m'apporter les lettres dans l'endroit où je me trouverais. J'en ouvris 2, avec le plaisir et l'impatience d'un cœur que je vis combien je l'aimais. Votre nouvelle m'a fait une joie sur laquelle je ne comptais pas. Ce petit être à soi est un être à nous qui me rend heureux. Ce petit être à soi est un petit être à nous qui me rend si heureuse. Il me semble que nous nous aimons mieux. Je suis déjà la mère de famille la plus tendre. C'est si aisé quand on vous aime comme moi. Je n'aurais pas cru que votre nouvelle me fait une sensation aussi vive. Je le sais depuis hier, et j'en suis au premier moment de joie. Cela vous en fait aussi, mon cher cœur, je le partage bien tendrement. Tout est comme entre nous. J'irai vous embrasser aux enfers. Ainsi je verrai où que vous soyez. Adieu, mon cher cœur. Pensez à moi. Ménagez-vous. Pensez à moi. Je vous aime. Je vous aime à la folie. Je ne corrigerai jamais de vous aimer. Un sentiment qui va en augmentant et qui vous peut acquérir d'autres mérites que celui de durer éternellement. Je vous le jure, mon cher cœur, j'aimerais que vous lisiez dans mon âme. Vous vous souvenez, mon cher cœur, de ces tendres lettres. Adrienne, Oui, mon cœur, vous êtes revenue? je ne t'ai jamais quitté. Quand on s'aime,
en scène de corps et d'esprit. Et quand le corps n'est plus, l'esprit demeure pour l'éternité. Gilbert, Oui. voulez-vous m'accorder un doux plaisir? Cette question ne mérite même pas d'être posée, tant vous connaissez ma réponse. Avant que je ne reparte, relisez-moi une de vos lettres d'Amérique. Elles étaient si belles, si pleines de fougue et de passion, que ce soit pour moi ou cet autre monde, et cette soif de liberté. Tenez par exemple celle que vous m'avez écrite lors de votre première traversée de l'Atlantique, avant que vous ne deveniez le héros des deux mondes. À bord de la Victoire, 30 mai 1777. C'est bien loin que je vous écris, mon cher cœur, et de cet éloignement je dois joindre l'incertitude encore plus cruelle du temps où je pourrais avoir savoir de vos nouvelles. J'espère cependant en avoir bientôt. Parmi tant d'autres raisons qui me font désirer d'arriver, aucune n'a plus d'impatience que celle-là. Que de crainte, que de troubles j'ai à joindre au chagrin déjà vif de me séparer de tout ce qui m'est le plus cher. Comment aurez-vous pris mon second départ? En aurez-vous moins aimé? Aurez-vous pardonné? Vos regrets? Ceux de vos amis? Henriette? Tout est remis à mon âme d'une manière déchirante. C'est bien que je ne trouve plus d'excuses. Si vous saviez tout ce que j'ai souffert, ces longues nuits, Si vous saviez tout ce que j'ai souffert, ces journées à passer, en fuyant tout ce que j'aime au monde. joindrais-je à ce malheur celui d'apprendre que vous ne me pardonnerez pas. En vérité, mon cœur, je serais trop à plaindre. Mais, à présent, parlons de choses plus importantes. Parlons de vous, d'Henriette, de son frère ou de sa sœur. Henriette est si aimable qu'elle m'a donné le goût des filles. Quel que soit notre nouvel enfant, je le recevrai avec une joie bien vive. Ne perdez pas un moment en ratant mon bonheur en m'apprenant sa naissance. Je ne sais pas si c'est parce que je suis 2 fois père, mais je me sens plus père que jamais. Monsieur le marquis m'a appelé. Non, pas à ma connaissance. C'est que j'avais cru entendre monsieur le marquis parler. Ah, oui. Je relisais cette lettre. Vos lettres. Madame la marquise les conservait comme le plus précieux de ses trésors. Chaque fois qu'elle en recevait une, elle la rangeait avec soin dans ce petit coffret. C'est du moins ce qu'elle me raconta plus tard, car j'étais à peine né à l'époque. De temps en temps, elle aimait à les relire, elle disait que c'était son chocolat du soir, ou bien un élixir de jouvence bien doux à connaître. X, Monsieur, j'ai froid. je vais chercher une couverture. Non, et je ne rajoute une m'abandonne bûche. pas, ne m'abandonne pas. Assieds-toi à côté de moi. Mais où vas-tu? Je prends une chaise, monsieur Mais le marquis. qui te parle de chaise? Je t'ai dit, assieds-toi là, à côté de moi, sur cette banquette. Écoutez-vous. Mais oui, cesse donc de faire le nigo. Olmut ne faisait pas tant le fier. Allez, glisse-toi là. Bien, monsieur le marquis. Voilà. Dis donc, tu me sembles bien crispé, toi. Tu as froid toi aussi? C'est que je suis un peu gêné, monsieur le marquis. Félix, Monsieur, j'ai froid.
Et je voudrais que l'on me réchauffe et le corps et l'esprit. Félix. Monsieur le marquis. Félix, Monsieur le marquis. parle-moi encore d'Adrienne. Hein? Comme si tu l'avais encore vue aujourd'hui. Mais qu'a-t-elle dit de moi? Qu'a-t-elle fait de sa journée? Eh bien, comme son habitude, Madame la Marquise s'est levée tôt ce matin. Elle est allée à l'église Saint-Martin et a apporté une bourse d'argent à Monsieur le curé pour qu'il la distribue aux pauvres à l'issue de la messe de minuit. Elle a ensuite engagé quelques personnes pour préparer le repas de Noël. Et de retour à la grange, elle s'est inquiétée de la préparation de ce repas, en espérant que le mauvais état des routes ne causerait pas trop de désagréments aux invités. Je crois bien que Noël est la fête préférée de Madame la Marquise. Ah, c'est que la fête est double, puisqu'on y fête également l'anniversaire de notre fils. Et elle avait vu cette naissance comme un don de Dieu. Lui donner un fils le jour où lui-même donna son propre fils à Marie. Il n'y a rien de plus beau que de donner la vie sans Noël, Monsieur le Marquis. Alors, cette journée, Ah oui. Madame la Marquise a ensuite offert une dinde au garde-chasse en récompense des services donnés durant l'année. Et elle a aussi parlé de vous. ah, voilà qui me fait plaisir. Et qu'a-t-il dit? Elle s'est beaucoup inquiétée pour votre santé, sachant que vous étiez à Paris pour parer à des émeutes. Oui, c'est qu'Adrienne est souvent inquiète. C'est d'ailleurs dans la nature des femmes, n'est-ce pas? Elles sont toujours inquiètes. Elles sont inquiètes pour leurs enfants, pour leur mari, pour leur famille, leur réputation, l'argent du foyer, que sais-je encore. Je confesse n'avoir jamais rien fait pour la rassurer. J'ai traversé les océans, combattu sur les champs de bataille, connu l'exil, la prison. J'ai souvent manqué de diplomatie envers les grands de ce monde. Finalement, il n'y a qu'ici qu'elle aura trouvé paix et sérénité. Oui, d'ailleurs, je me souviens d'un soir où, assise devant cette cheminée, elle dit, dans un soupir, « Enfin, je me repose. » Je m'en souviens. C'était le jour de ses 44 ans, le 2 novembre 1803. Un long silence se fit tant cet aveu nous interloqua de la part d'une femme qui n'émettait jamais la moindre plainte. Il faut dire que sa vie entière fut une lutte pour le bien-être de ses enfants, de sa famille. Et de vous, Monsieur le Marquis, elle vous aimait tellement. Tu crois? Un jour, elle dit, « De ma vie, j'aurais connu ici à la grange 6 années de bonheur. » Eh oui, tu te rends compte, mon pauvre Félix? 34 ans de mariage et je n'aurais offert à ma femme que 6 années de bonheur. Maigre bilan. Oui. Et ce n'est plus les 6 dernières. Imaginez que ce fussent les 6 premières. Le bilan aurait été tout autre. Ah, Félix, tu as toujours l'art de présenter les choses sous leur meilleur angle. Monsieur le Marquis, Oui, assurez-vous, le bonheur ne se compte ni en jour ni en heure. Madame la Marquise vous a toujours aimé, quelles que soient les épreuves douloureuses que vous ayez dû traverser. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut connaître un véritable amour sans épreuve à traverser? merci Félix, merci. Eh bien quoi? Tu veux nous regarder comme ça, jeune fille? Je vais chercher quelques bûches. Oui, c'est ça, c'est ça. Fais, mon bon Félix.
Approche, jeune fille. Je te vois un peu mieux. C'est vrai que tu lui ressembles. À qui donc, monsieur le marquis? À mon cœur. Ah, je ressemble à votre cœur? Monsieur le marquis a-t-il donc toute sa tête? Non, je voulais dire à madame la marquise. Ah, à madame la marquise. Oui. Veux-tu me faire un petit plaisir? Monsieur le marquis, c'est que... Prends ces lettres. Ah, mes lettres. Voilà, approche-toi. Approche-toi. Voilà. Assieds-toi encore plus près. Approche-toi encore un peu plus près. Voilà. C'est vrai que tu lui ressembles. Bon. Et maintenant... Et maintenant? Maintenant... Prends une de ces lettres et lis-la. Ah ben, c'est que Oui. je sais point lire, monsieur le marquis. Comment ça? Tu ne sais pas lire? Oh non, je sais peut-être pas lire, mais je sais compter. On t'a jamais appris à lire et écrire? Il y a 41 ans, j'ai inventé une devise. Liberté, égalité, fraternité. Puis j'ai rédigé une déclaration des droits de l'homme où j'ai fait rédiger et voter que tous les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Quoi cela sert-il si, 41 ans plus tard, les hommes et les femmes ne sont toujours pas libres devant l'instruction? Ainsi donc, on t'a jamais appris la magie des lettres. Ben non. À quoi que ça me servirait-il pour faire la bonne? Eh oui, c'est ça le piège de l'ignorance. Un peuple qui apprend à lire et écrire prend conscience de sa situation et finit par se révolter contre celui qui le gouverne, celui qui l'écrase. Tiens. Et voilà. Cette lettre, par exemple. Tiens. Ah, De quand date-t-elle? 1, Oui. 7, Oui. 8, Voilà. 4. Bien. 1784. Moi, Voilà. j'étais point née, hein. Ah. Georges Taverne, 10 octobre 1784. Tandis que je m'en souviens, il faut que je vous parle d'une fameuse plante appelée ginseng, dont je ne peux vous envoyer qu'un pot que je vous prie de partager avec monsieur le maréchal de Noailles et madame de Tessé. Comme c'est peut-être la seule fois de ma vie que nous parlerons botanique, j'ajouterai que j'ai découvert également une plante grimpante toujours verte, qui fera un merveilleux effet au pied des deux murs de notre terrasse. Quand elle vous parviendra, je vous prie d'en faire semer et planter au pied des deux murs. J'en envoie aussi qui, pendant l'été, les couvriront de magnifiques fleurs rouges. De manière que si mon cabinet est fini, plus rien ne manquera au charme.